Bonsoir et bienvenue à tous. Elections Cameroun vient de rendre publique la liste provisoire des candidats à l'élection présidentielle du 12 octobre prochain. Ils sont 13 à avoir été retenus par le Conseil électoral. 6 sans surprise. Le président sortant Paul Biya a été retenu. Ce n'est pas le cas pour son principal opposant, Maurice Kamto, dont la candidature a été invalidée. Selon le motif évoqué par l'organe en charge de l'organisation des élections au Cameroun, le Manidem, qui porte la candidature de Maurice Kamto, a produit plusieurs investitures. Il faut à ce sujet rappeler qu'après avoir annoncé sa candidature le 24 juillet dernier, puis déposé effectivement son dossier le lendemain sous la bannière du Mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie Manidem, avec une lettre d'investiture signée du président national de cette formation politique Anissé Kane, Maurice Kamto et ses alliés ont appris le lundi soir que Dieudonné Yebga est à Elekam pour déposer un dossier de candidature pour le scrutin présidentiel. Un dossier qui serait donc à l'origine de l'invalidation décidée par Elections Cameroun. Y a-t-il eu du deux poids, deux mesures dans le traitement du dossier Kamto lorsqu'on sait que plusieurs autres formations politiques étaient dans la même situation que le Manidem? Qu'est-ce qui peut véritablement fonder la décision de l'Elections Cameroun qui rejette le dossier de candidature de Maurice Kamto? Est-ce la suite de la guerre qui oppose le président national, l'ex-président national du MRC à Elections Cameroun sur les questions liées au processus électoral au Cameroun? Et maintenant que le candidat Kamto s'apprête à saisir le Conseil constitutionnel, quelles précautions devra-t-il prendre pour éviter l'irrecevabilité? Quelle pourrait être la ligne de défense du candidat du Manidem au Conseil constitutionnel? Pourra-t-il obtenir gain de cause? Pour décrypter cette problématique, nous donnons la parole ce soir à un universitaire. Notre invité, qu'on ne présente plus, est professeur agrégé de droit. Professeur Moïse Timchon, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Duval, bonsoir à tous ceux qui vont participer à cette émission. Bonsoir à vos millions d'auditeurs et un salut particulier à la famille COM. Merci infiniment d'avoir accepté de venir échanger avec nous dans le cadre de cette émission. Pour cet entretien, nous sommes avec Babila Jonathan. Good evening. Bonsoir Duval, bonsoir, good evening. Dear viewers, thank you for joining us in this edition of La Vérité en Face. Tonight, we are taking a critical look at issues concerning the October 12th presidential election in the Republic of Cameroon. We are analyzing the political and even legal battles emanating from happenings around the forthcoming presidential election, with the publication of the list of 13 candidates who will be taking part in the election out of over 82 or so, and the rejection of others, including that of one of the major presidential aspirants, Professor Maurice Kamto, generating a lot of debate, controversies, and even tensions around the country, with military deployment or better still deployment of forces of law and order in some major areas of the town of Douala, Yaoundé, and elsewhere in the country to check against any possible unrest. And there are fears, increasing fears of political unrest that could emanate from the forthcoming presidential election. We are also projecting into possible pre-electoral litigations that could emanate from the publication of the list of candidates, with the Manidem political party preparing to go to the Constitutional Council to challenge the decision of Elections Cameroon to reject the candidacy of Professor Maurice Kamto. And of course, we are also looking at what has been qualified by observers and critics as the interference of the Ministry of Territorial Administration, or better still, the Minister of Territorial Administration, Paul Atanganji, in electoral matters that fall under the competence, the exclusive competence of Elections Cameroon, according to the law in Cameroon. And our guest today is a university don, a professor of law. Professor Moïse Timcheng, welcome to the program. Thank you very much, dear Jonathan. I'm greeting all those who are on this table with me, and I greet also all the millions of viewers of Equinox Television, but a particular thought to the COM family this evening. Thank you. Right. Avec nous également ce soir pour cet échange avec notre invité, Julien Berthe Bissay. Bonsoir. Bonsoir Duval, bonsoir Babila Jonathan. Bois Dipepon, professeur. Ah, Gapingo, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis impressionné de savoir que Julien Berthe a quelques mots, n'est-ce pas, de ma langue maternelle, qui n'est rien d'autre que le Baham. Merci beaucoup.
Gapingo. Alors, professeur, de toutes les élections présidentielles pluralistes que le Cameroun a connues, notamment celles de 92, 97, 2004, 2011 et 2018, 2025 enregistre 83 candidatures. Pour vous, est-ce un signe de vitalité démocratique ou alors une simple banalisation de la fonction présidentielle? Vous vous situez de quel côté? Bien, les deux thèses peuvent valablement être défendues. Étant donné que le code électoral, n'est-ce pas, fixe les conditions de participation à l'élection présidentielle, alors partisans, n'est-ce pas, défenseurs des droits fondamentaux, je concède à chaque citoyen, n'est-ce pas, d'ambitionner de pouvoir diriger notre pays. À partir du moment où c'est un droit fondamental, le droit de candidater, qui techniquement correspond au droit de participer à la gestion de la chose publique, je ne peux pas refuser à un Camerounais, n'est-ce pas, d'ambitionner de devenir le président de la République. Donc ça, c'est la thèse favorable au dynamisme politique, à une tendance valorisant plutôt les droits fondamentaux. Mais on ne peut pas perdre de vue que la fonction présidentielle est une fonction assez délicate, qui doit quand même être préservée des aventuriers. Et justement, la deuxième thèse, n'est-ce pas, la deuxième idée que vous avez énoncée devient sérieuse, notamment au regard du bilan catastrophique, n'est-ce pas, que le régime sortant du RDPC nous présente aujourd'hui. Je crois que l'échec sur tous les plans, n'est-ce pas, que l'on impute aujourd'hui au RDPC, fait que n'importe quel premier venu estime qu'il peut faire mieux que le président Paul Biya. Je crois donc que les deux thèses se tiennent et au regard des convictions qui sont les miennes en tant que citoyen, je pense que c'est la deuxième thèse qui me semble la plus pertinente pour expliquer la situation que nous avons vécue pour cette élection de 2025. Donc pour vous, c'est la banalisation? Oui, la fonction présidentielle est banalisée, surtout qu'entre-temps, la parole présidentielle a perdu toute sa valeur. Vous savez, moi, j'ai personnellement assisté au comice agro-pastoral des Bolova en 2010. 2011. En 2011, voilà, janvier 2011. Ouais. Je sais les promesses que le chef de l'État a faites à la population camerounaise et à celle du Sud en particulier. Aujourd'hui, vous pouvez faire le bilan. Or, qu'est-ce que vous voulez que le citoyen comprenne lorsque le chef de l'État dit « dans les prochaines semaines, ceci sera fait ». Je peux vous dire, j'ai été désigné en 2000, étant encore assistant, comme devant représenter le grade auquel j'appartenais, le grade des assistants, au Conseil supérieur de l'enseignement et de la recherche, au Conseil de l'enseignement supérieur et de la recherche. Instance dont le chef de l'État avait annoncé la convocation dans son discours de fin d'année, en décembre 1999. 25 ans après, ce conseil ne s'est jamais tenu. J'ai l'acte qui m'avait désigné dans mes archives. Donc vous comprenez, or, lorsqu'on sait comment l'ancien régime a fonctionné, mais au début du championnat de football, on savait le jour où la Coupe du Cameroun allait se jouer. Et cela permettait justement d'organiser les charters à travers le pays. Il y avait une telle émulation, n'est-ce pas, parce que le jour de la Coupe, de la finale de football était connu. Aujourd'hui, personne ne sait quand la finale de football va se jouer. Avec justement, pourtant, avec des outils multiples, n'est-ce pas, qui permettent aujourd'hui l'aide à la décision, qui permettent de planifier les différentes activités. Ouais, c'est une navigation à vue, n'est-ce pas, qui donne l'impression que, justement, chacun peut faire mieux. C'est l'impression que ça donne. Je le dis avec désolation parce que la fonction présidentielle, c'est une fonction qui mérite de la considération, du respect, mais devant les faits implacables, on ne peut pas avoir un autre jugement que celui que je suis en train d'émettre là. So, Prof, what about the school of thought suggesting that the fact that we see people from all walks of life, from all stratas of life, from the lowest to the highest, vying for the highest post of land is proof of the fact that the law is being applied, because according to our law, according to the Constitution, any Cameroonian who respects or who meets the requirements can be president of the republic, whether you're looking unkempt, whether you are not looking presentable, or whatever, you're poor or you're rich.
what about this school of thought suggesting that the fact that we saw just everybody, or people coming from everywhere, coming to be the president of the republic, is proof of the respect, the implementation of the law, is proof of the fact that the presidential seat belongs to all Cameroonians and anybody can be president? No, I cannot reject that that thought, because being personally a defender of human rights, the right to become the head of state, the right to participate in the management of public affairs is a fundamental right. And as when we talk of fundamental rights, it is a right that is recognized to any citizen, notwithstanding the social, the economic, or the ethnic consideration. There is no consideration. As far as you are a citizen, fulfilling the other conditions provided by law, you can normally pretend to become the head of state. And it will not be a particularity of Cameroon, because in Brazil, nowadays, as we are talking, Mr. Lula, who is coming for the second term, second time as president of Brazil, was a worker, an ouvrier. You see, he's being a how do you call ouvrier in English? I forget. Laborer. Yes, a laborer. You see, he has succeeded by his capacity of mobilization to become the head of state the second time. So it is a human right, meaning that any citizen can pretend to become the head of state. But in the Cameroonian context, I think what Julien Bert was saying, it is the first time we are seeing such a number of candidatures. And the reading that we can do of this situation is just that the presidency has become something very weak. Okay, it has lost all his consideration, because the word of the head of state has no value anymore. You see, we even saw a young man who does not even meet the age limit, 26 years or so, coming. Yes, but that type of situation we can regret it, because after all, before becoming the president of the republic, you must fulfill the legal conditions, and one of the conditions is that you must be aged at least 35. So the pretension may be excessive, but we say that the fact that we have seen so many people pretending to become the head of state is the sign, is the clear evidence that the function of president of the republic has lost the consideration it normally deserves. And there were some curiosities, like someone who said he was called by his friends. Yes. He didn't know that they were joking, and so he took them serious and came to submit his candidacy or his candidature. And then another person who also submitted his said that the state was owing him. Yes. So he would not give the 30 million. They should reduce the money from what they are owing him and pay the... Yes, I think before pretending to become the head of state, you must make sure that you can mobilize. You have people who follow you. Like a melodrama. You see famous unknown people, famous unknown persons appearing in face of the national population, pretending to become the head of state. Who is going to vote them? Who is going to give them their vote? No person. So that is the reading. That is what we consider. The reading we have on this situation is just that anyone now can become the president, because he thinks that the president of the republic is nothing serious, because of the head of state who has promised many things, who has declared many situations without fulfilling them. And I was taking the examples of the Ebolova Comice Agro-Pastoral. I attended this Comice Agro-Pastoral. The president promised so many things. Nowadays, many of them are not implemented. And I was saying, during the Ahidjo era, before the start of the football competition, everyone knew the date where the final would be played. Nowadays, it's no more possible. Why are you blaming President Pobla? Is he the one who asked those people to submit their candidacy files? No, he's not the one to because there are also allegations of aspirants
fabricated in quotes by the administration and so on. Yes, it is just a sentiment that is expressed by Cameroonians that they can also do as Pobia has done, even better. You see, that's the idea behind all these candidatures. People think that if I become the president of state, I will do better than what we are seeing. I have moved from Chan to here, to Douala. Can you see the state of road? In a country which is supposed to be the 7th richest country in the world. That's the potential of our country. Is the 7th highest in the world. Meaning that if our country was well managed, we will be the 7th state, we will be the 7th paradise on earth. You imagine? But what is the figure we show to the world today? Very poor and indebted country. It is not a performance we can be proud of. You see, after 43 years, you see, we are still lacking water. We are still lacking electricity. These minimum necessities that we need to be performant. When we could not do this broadcast from Chang, because every time I start intervening in televisions and so on, people who watch, who follow me, they know that every time there is a light shortage, light goes, no internet, suddenly you cannot interact. You cannot be a citizen of the world nowadays without these primary necessities satisfied. After 43 years, we are in an area where we have the second, le deuxième bassin hydraulique. I don't know how you say it in English. It means that we have water. The place where Cameroon is situated is the second place in Africa where there is a lot of water. How can we explain that we don't have drinking water nor electricity? It is water which helps people produce electricity. You see, it is a failure, general failure, which has pushed many of our fellow countrymen to think that they can do better. That is the significance that you must have of this will expressed by many people to become head of state. You see? Alors, professeur Maurice Kipjoin, avec ce flot, ce déluge de déclarations de candidature, cela a donné une sorte de malaise qui a été exprimé par un certain nombre de compatriotes. Je veux prendre notamment le cas du professeur Viviane Ondoa-Biolay qui a exprimé sa déception, qui a exprimé sa colère face à ce flot de candidatures, estimant que cela était une forme que c'était ridicule pour un pays comme le Cameroun. Et cela a donné lieu à un autre débat dans l'espace public. Est-ce que ELECAM a la possibilité de faire un contrôle a priori pour éviter qu'on se retrouve avec des candidatures fantaisistes? Est-ce que la loi permet à Elections Cameroun de faire une sorte de tri au départ pour éviter qu'on se retrouve avec 83 candidatures pour qu'au finish, on n'en retienne que 13? Bien, je suis content que vous citiez ma collègue, le professeur Viviane Ondoa-Biolay, n'est-ce pas, à qui j'adresse mes salutations. Vous voyez qu'elle partage l'avis que je vous donnais tout à l'heure sur la banalisation de la fonction présidentielle. En fait, c'est la lecture qu'elle a, dont je partage vraiment son analyse. Et maintenant, s'agissant de la question du filtrage à la réception des dossiers, c'est une thèse qui est plausible, mais qui présente également un danger quelque part. Parce que l'élection présidentielle est une élection politique. Et vous savez que la suspicion est grande, que les acteurs, les personnels de l'ELECAM ne sont pas toujours neutres. Et je pense que si l'ELECAM, il serait idéal que l'ELECAM fasse un checking en amont, mais à condition qu'en cas de rejet d'une candidature, qu'il y ait quand même un acte qui indique pourquoi la candidature ne peut pas être reçue. Parce que mine de rien, pour éviter l'anarchie, le code électoral a fixé les conditions d'admission de la candidature. Et par exemple, lorsqu'on nous révèle qu'un candidat de 26 ans a pu postuler pour la présidentielle, non, c'est une condition qu'on peut facilement vérifier. Et je pense que si on doit faire un checking en amont, ce qui est idéal, il faudrait maintenant aménager un mécanisme qui permette de laisser trace pour qu'on ne vive pas des abus.
Parce que le risque aussi, c'est que vous pouvez recevoir un candidat avec qui vous n'êtes pas en odeur de sainteté, et puis par des velléités abusives, vous le paralysez. Surtout que les candidatures ne sont pas centralisées uniquement au niveau de Yaoundé. Au regard du code électoral, les candidatures peuvent également être déposées dans les démembrements régionaux de l'ECAM. Donc, alors, ça veut dire que tout le monde ne sera pas à Yaoundé pour voir ce qui arrive. Il peut se trouver que quelqu'un dans son lointain Bafoussam, Bertois ou bien Marois soit confronté à un refus abusif. Alors, de quelle précaution, n'est-ce pas, ou bien de quelle garantie dispose le candidat pour ne pas être victime d'abus? Donc, je pense que si on peut souhaiter qu'un checking se fasse en amont pour éviter justement cette pléthore de candidature qui résonne, qui a une résonance extrêmement négative, n'est-ce pas, pour l'image de notre pays, il faut quand même aménager un mécanisme qui permette à la personne refoulée d'avoir le motif pour lequel sa candidature ne peut pas être retenue. Parce que, je dis, il est quand même inadmissible que le code électoral ayant prévu que l'âge minimum d'élection c'est 35 ans, qu'on ait vu quand même des candidats âgés de 26 ans. De même, lorsqu'un dossier est incomplet, mais la liste des pièces est connue. Alors, lorsqu'une pièce manque, l'ECAM peut directement vous bloquer à la porte, mais en vous remettant quand même un acte qui matérialise le motif pour lequel justement votre candidature n'a pu être retenue. Donc, c'est la seule précaution que je devrais apporter à ça pour éviter, n'est-ce pas, des attitudes abusives de la part de certains personnels véreux, n'est-ce pas, de l'ECAM qui seraient tentés de frustrer, n'est-ce pas, l'exercice d'un droit fondamental comme celui de participer légitimement à la gestion de la chose. On se souvient qu'en 2011, à l'élection présidentielle, il y avait eu définitivement 23 candidatures qui avaient été retenues pour cette élection présidentielle. Et il me semble qu'en mars 2012, il y a eu un projet de loi de modification justement de la loi électorale introduite par le ministre de l'administration territoriale de l'époque qui introduisait justement la disposition sur la caution de 30. Dans le projet de loi, je crois que c'était 60 millions. Et finalement, la loi a été adoptée à 30 millions. Et il me semble que beaucoup avaient estimé qu'à l'époque, c'était une disposition qui visait justement à éviter des candidatures fantaisistes. Alors là, on se retrouve face à une situation où on a 83 candidats. Peut-être que cela devrait donner lieu, n'est-ce pas, à d'autres projets de loi dans le sens de modifier. Mais en attendant que Julien Berthe-Bissaye ouvre directement sur la question principal qui est au cœur de cette émission, à savoir le rejet de la candidature du professeur Moïse Kamto, je voudrais quand même rappeler que l'article 122 du Code électoral donne des indications sur les éléments qu'il faut produire pour une déclaration de candidature. Notamment, voilà, la déclaration de candidature, l'extrait de naissance, la lettre de présentation d'investiture, le cautionnement, la déclaration sur l'honneur, le bulletin numéro 3 du casier judiciaire, le certificat d'imposition ou de non-imposition, certificat de nationalité, l'original du certificat de versement du cautionnement, entre autres. De même qu'il y a une autre disposition de la Constitution qui indique les conditions pour être président de la République, notamment l'âge, 35 ans révolus à la date de l'élection, être inscrit sur les listes électorales, entre autres, et jouir de ses droits civiques et politiques, entre autres. Alors, peut-être avant Julien Berthe-Bissaye, rappeler quand même, pour ceux qui le week-end étaient hors réseau, qu'il y a finalement 13 candidats qui ont été retenus par Elections Cameroun. Il s'agit d'Ateki Seta Caxton, du PAL, de Belogouba Maïgari de l'UNDP, de Paul Biya du RDPC, de Bouga Akbe du MCNC, de Hilaire Zipan du MP, de Issa Tiro Abakari du FSNC, Iodi Iram Samuel du FDC, Pierre Kwemo de l'UMS, Cabral Libi du PCRN, Espoir Matomba du PURS, Akere Mouna du Parti Univers, Joshua aussi du SDF et Thomas Ino Namjoya de l'UDC. Pour cet point, le Conseil électoral a publié hier après-midi la liste des candidats, la liste provisoire, il faut bien le préciser, habilités à concourir ou à prendre part au scrutin du 12 octobre prochain. Une liste qui ne contient pas le nom du professeur Maurice Kamto. Comment est-ce que vous avez
appris de la nouvelle? Est-ce que vous avez suivi la publication des résultats? Bien oui, j'ai suivi la publication des résultats. Je vous ai dit sur votre plateau ici que j'étais moi-même militant du MRC, et même si le professeur Maurice Kamto a, pour les besoins de l'élection présidentielle, rejoint le Manidem, n'est-ce pas, on ne peut pas, le capital affectif, le patrimoine politique qu'il a laissé au MRC ne disparaît pas. Et donc, naturellement, le MRC étant l'un des partis, n'est-ce pas, de la coalition APC, qui soutient la candidature du professeur Maurice Kamto, vous comprenez que, naturellement, mon souhait aurait été, n'est-ce pas, que le professeur Kamto fût retenu dans la liste et que, justement, les priorités fussent mises ailleurs, notamment dans l'élaboration, n'est-ce pas, la finalisation du plan de campagne. Bon, donc ce rejet, dans tous les cas, pour le militant que je suis, n'est-ce pas, était une déception. C'était une déception parce qu'aujourd'hui, cela oblige tous ceux qui sont les soutiens du professeur Maurice Kamto à rester encore un peu attentifs pour orienter leurs priorités vers, n'est-ce pas, la préparation du recours dans l'espoir que les choses, n'est-ce pas, puissent être inversées devant le Conseil constitutionnel. Donc, il y a une dispersion d'énergie parce que le travail qu'on aurait pu abattre maintenant, n'est-ce pas, dans l'optique d'entrer en campagne, va être dilué parce qu'on est encore suspendu à la décision du Conseil constitutionnel. Même maintenant, comme universitaire et juriste, j'essaye de comprendre Elekam. J'essaye de comprendre que Elekam n'a aucune obligation de valider toutes les candidatures. Sinon, on ne lui aurait pas laissé l'attribution, n'est-ce pas, d'apprécier les candidatures pour déclarer ceux qui sont admissibles ou pas. Donc, c'est sa mission. Et comme tout examen, il y aura naturellement des recalés et des admis. Donc, c'est dans l'ordre normal des choses. Mais ce qui est intriguant, c'est parfois le motif qui a été retenu, n'est-ce pas, pour rejeter certaines candidatures. J'avoue que je ne connais pas les motifs qui ont été communiqués aux autres cas de rejet, mais pour le MRC, pour le professeur Kamto, je sais qu'on lui reproche, en fait, ou bien on reproche à son parti, le parti qu'il a présenté, le Manidem, d'avoir présenté plusieurs candidats. Alors, lisant dans ce motif, je constate qu'à côté, n'est-ce pas, il y avait 5 partis qui avaient des candidatures multiples, au moins à partir du tableau d'Elekam. Il y avait le RDPC, il y avait Univers, il y avait UPC, il y avait le Manidem et le MPCN. Alors, vous voyez que des 5 partis, il y a 3 dont toutes les candidatures ont été rejetées. J'espère que le motif serait le même qu'on a communiqué au Manidem. Mais les candidats du RDPC, au RDPC et à Univers, Elekam a quand même pu faire un choix pour retenir l'un des multiples candidats présentés par ces partis-là. Donc il y a rupture de l'égalité, il y a un traitement discriminatoire, et au regard des missions d'Elekam, qui doit contribuer, qui doit s'investir à organiser des élections transparentes, crédibles, vous voyez, il y a rupture d'égalité, et c'est ça qui choque. C'est ça qui choque. Mais comme juriste, j'ai participé hier à apaiser vraiment les milliers de concitoyens qui s'adressaient à moi pour exprimer leur déception, leur exaspération. Généralement, j'ai ma page d'éducation citoyenne sur YouTube, n'est-ce pas, le droit au 237 sans publicité, où généralement j'aborde des thématiques. Alors, les jeunes informaticiens qui m'accompagnent étant basés ici à Douala, généralement, j'ai besoin d'au moins 24 heures pour produire une capsule, n'est-ce pas, enregistrée. Parce qu'enregistrée, je dois transférer les données par Internet. Et vous comprenez qu'il faut compter avec les aléas, la disponibilité du courant, la disponibilité d'Internet. Sur des fichiers qui sont suffisamment lourds, vous comprenez que parfois on a besoin de 24 heures pour upload, c'est-à-dire pour envoyer. Arrivant à Douala, mon collaborateur qui doit traiter les vidéos a parfois besoin de 24 heures pour download, c'est-à-dire pour télécharger tout. Bon, en français, le mot c'est télécharger, mais en anglais c'est plus explicite. Quand j'envoie, c'est upload. Quand lui, il doit recevoir les images, il doit download. 24 heures parfois. Mais vous avez vu que hier, après la publication des résultats, j'ai pu produire une capsule vidéo en l'espace d'1 heure de temps.
parce que la pression était forte. Nos concitoyens se sentaient désabusés. Et je crois que si les leaders politiques, et là je dois rendre hommage au président Ekane Anissé, qui également s'est empressé de publier un communiqué, je crois que c'est tout ça qui a contribué à apaiser les uns et les autres, parce que le discours conjoint tenu déjà depuis le matin par l'actuel président du MRC, le président Mamadou Mota, demandait aux Camerounais de se calmer et d'attendre la décision du Conseil. C'est le Conseil constitutionnel seul qui fixe de manière définitive la liste des candidats. Et donc, on doit analyser les résolutions du Conseil électoral d'Elecam simplement comme des documents de travail. Ce sont de simples recommandations. Parce que les candidatures acceptées peuvent encore être contestées et les candidatures rejetées peuvent encore être rétablies. Je crois qu'en prenant connaissance des motifs, et quand une candidature est rejetée, elle doit être motivée. La candidature acceptée n'en a pas besoin au regard du code électoral. Et donc, prenant connaissance du motif pour lequel une candidature a été rejetée, il est sûr que les uns et les autres vont exercer les recours. Et pour ce qui est du professeur Kamto, je peux vous garantir qu'un recours sera déposé demain, puisque c'est au plus tard demain qu'il faudra déposer les recours. Donc un recours sera fait. Et je pense qu'au regard du motif allégué, c'est une situation qu'on peut facilement régler, au regard, n'est-ce pas, de ce que nous voyons déjà circuler dans les réseaux sociaux, et même du communiqué du ministre de l'administration territoriale. Je crois que vous l'avez lu, le ministre de l'administration territoriale a publié un communiqué le vendredi 25 au soir, n'est-ce pas, qui faisait état de ce que son site avait été piraté. Et qu'est-ce que le ministre dit? Le site a été piraté dans l'optique d'y insérer un individu qui n'a pas de fondement légal. Alors nous savons ce qui s'est passé. Le site a été modifié pour remplacer le nom du président Ekane Anissé par celui de M. Dieudonné Yebga. Et donc si le ministre de l'administration territoriale, qui est la tutelle des partis, qui est censé recevoir les actes modificatifs, n'est-ce pas, la structure des partis le dit, je crois que c'est un signe prémonitoire de ce que ce contentieux pourra facilement être réglé, n'est-ce pas, l'indication étant clairement donnée de ce que M. Dieudonné Yebga n'avait rien à faire dans le Manidem. We'll certainly come to that shortly to get into some of the details of what some have qualified as unlawful interference of the Minister of Territorial Administration in electoral matters that fall under the competence of the elections organizing body, Elections Cameroon. But first, Prof, is there any legal backing to the reason given by Elections Cameroon to disqualify the two files that came from the Manidem political party? Is there any article in the electoral code that talks about the fact of multiple candidatures coming from the same political party? That question is fundamental, because even before the Electoral Council of Elecam published the results, we saw on the network an imaginary, do they say so? Imaginary, that is a fake article supposed to be section 162 sub 4 of the electoral code, stating that in case of multiplicity of candidature, all those candidatures must be rejected. No, this article does not exist. J'ai participé à une émission ici sur votre radio à partir de Tcham, où un collègue justement faisait état de ce que un article 162 alinéa 4 du code électoral, n'est-ce pas, prévoit qu'en cas de multiplicité de candidatures, toutes ces candidatures doivent être rejetées. Alors, interpellant le journaliste, je lui ai dit que je souhaitais avoir ce texte. Je crois que heureusement, il n'y a pas d'alinéa 4. Il n'y a pas d'alinéa 4 de l'article 162. Et cet article 162 traite de l'élection législative. Les incompatibilités. Alors vous comprenez comment des collègues peuvent créer dans leur tête des dispositions qui n'existent pas. Chacun peut vérifier, il n'y a pas un article 162 alinéa 4 du code électoral. Et l'article 162 se trouve dans la partie du code électoral traitant des élections législatives. C'est limité à 2 alinéas. Donc, de la radio ici, vous voyez, des collègues peuvent enfumer la population, créer des dispositions qui n'existent pas. Donc, je l'ai rapidement interpellé pour lui dire, je souhaiterais avoir ce texte. Heureusement, le journaliste avait sur le plateau le code électoral qui a donc confirmé, comme vous le faites là, qu'il n'y a pas d'article 162 alinéa 4.
Donc c'est pour dire que cette information a circulé. Et donc, je voulais déjà dire qu'elle n'existe pas. L'article 162 alinéa 4 n'existe pas. Et deuxièmement, il faut une loi pour sanctionner, n'est-ce pas, la prétention à un droit fondamental. Donc, si une telle disposition existait dans le code électoral, ce serait la loi. Et ce serait conforme à l'article 26.10 de notre Constitution, qui renvoie à la loi la détermination du régime des droits fondamentaux. Parce que j'insiste toujours là-dessus. Le Cameroun se revendique être une démocratie. Et le Cameroun, dans sa constitution, s'engage à respecter les droits fondamentaux tels que contenus dans la constitution d'abord, mais aussi les instruments internationaux régulièrement ratifiés. Le droit dont nous parlons, le droit de candidater, a des fondements extrêmement solides. Non seulement c'est clairement dit dans la constitution, les articles 2, 3, ainsi de suite jusqu'à 6, mais l'article 25 du Pacte international des droits civils et politiques, dont le Cameroun est membre. L'article 13 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Ce sont des dispositions qui ne permettent la restriction d'un droit fondamental qu'en vertu d'une loi. Alors donc, vous comprenez que les gens peuvent créer des lois qui n'existent pas et il faut le dénoncer. Donc je dis, en matière, on est là, étant donné que nous sommes au cœur des droits fondamentaux, la théorie des droits fondamentaux veut que, comme je le disais déjà à mon ami Babila, quand on a affaire à un droit fondamental, il s'agit d'une prérogative qui doit naturellement être reconnue à tout le monde, qui doit être exercée sans restriction, sauf en vertu d'une disposition légale. Et quand il parle de la loi, c'est l'acte du Parlement ratifié par, promulgué par le chef de l'État. Ça veut dire qu'il ne s'agit pas d'un arrêté quelconque, ou bien d'un décret. C'est la loi. C'est-à-dire que ça doit être passé par le Parlement. Alors, en l'absence de loi, mais d'où vient-il que l'on restreigne un droit fondamental? Parce que chaque fois qu'il y a une situation ambiguë, d'après la théorie des droits fondamentaux, je le dis là en mondovision, la solution qu'impose la théorie des droits fondamentaux, c'est de retenir celle qui permet la jouissance et l'exercice des droits fondamentaux. Ce n'est pas de rejeter. Dans cette jurisprudence, ce texte qu'on a brandi, en l'appuyant d'ailleurs d'une prétendue jurisprudence UPC, si telle était même la situation de la jurisprudence camerounaise, elle doit être révisée. Parce qu'elle navigue à contre-courant de la théorie des droits fondamentaux dont le Cameroun se revendique d'être l'un des chantres. Donc vous ne pouvez pas dire que vous êtes un pays des droits de l'homme et avoir des postures légales ou jurisprudentielles qui contrarient la philosophie des droits de l'homme. Donc, devant la situation de multiplicité des candidatures, je dis même si, je ne sais pas, hein, mais les gens parlent trop d'une jurisprudence UPC. Même si cette jurisprudence existait, il n'y a pas de jurisprudence définitive. En anglais, on sait ce qu'on appelle you can change the position. Il y a des revirements jurisprudentiels. Il y a lieu que cette jurisprudence soit modifiée parce qu'elle navigue à contre-courant de la théorie des droits fondamentaux qui devrait, devant une telle situation, obliger le Conseil électoral de l'ECAM à faire un examen plus approfondi, l'obligeant éventuellement à rechercher dans les statuts des partis qui sont disponibles au MINAT. Donc, copie peut être tenue à l'ECAM pour lui permettre de statuer dans les multiples candidatures afin de ne retenir que le dossier qui est bon. C'est cette solution qui donne effet au droit fondamental. Il ne s'agit pas de frustrer les gens, de balayer toutes les candidatures pour frustrer un droit fondamental, mais de lui donner effet. Et lui donner effet, c'est sélectionné parce que notre dispositif de droit positif ne permet pas qu'un parti investisse deux candidats. Mais il y a les solutions existent. Ouais. Si vous voulez, on en parlera. Les techniques juridiques de tri entre plusieurs candidatures existent. Il suffit de solliciter l'expertise des juristes. On enseigne ça à l'université. Ok? Donc, devant des candidatures multiples, les solutions existent. Et si vous voulez, je vais les dérouler. Bon, peut-être pour, je ne sais pas si c'était ce que vous voulez poser. Right. In other cases,
it was not the same thing that was done. In other cases, there's Univer that had 2 candidatures. Univer and CPDM. Univer and CPDM. It's not the same thing that was done for, as was the case with that of Professor Maurice Kamto and Dieudonné Yega. But some analysts are pointing to the fact that for the case of the CPDM, for example, I'm not sure about this, I've not verified this, but some analysts are saying, like Professor Matthias Eric Wonangini are saying that Leon Taylor Onana probably did not have a letter of investiture, because who could have issued a letter of investiture to Leon Taylor Onana? So that makes his candidature null and void. That makes his candidature easily dismissed. Now, for the case of Professor Maurice Kamto, Dieudonné Yega said, I'm the president, I signed my investiture letter, and he said, the president recognized by the Minister of Territorial Administration and even Elections Cameroon, signed that of Professor Maurice Kamto. So there were 2 investiture letters signed by persons who... 2 different persons. Were said to be presidents, who are saying that they are claiming to be president. You see, if the facts you are relating are true, it clearly shows that Election Cameroon has worked with some discriminatory background. You see, Elecam didn't work fairly in front of all the similar situations, because normally, if you consider, if once you could see in the file of Mr. Taylor Onana that there is a letter of investiture, whether signed by any person, if the situation was the same with Manidem, normally we could expect the same solution. That is the dismissal of the whole files. But I think that in the case of CPDM, they took time to verify who was the, according to their statutes, because it is after, it is when Mr. Taylor Onana, I suppose, when he will make the recourse to the Constitutional Council, that we are going to see if really the one who invested President Paul Biya was the legal representative of that party, and if he was, and he still had the legitimacy. But in the case of Manidem, you have a letter of investiture signed by 2 different persons. And I think in this way of functioning, Elecam works hand in hand with Minat, not as a subordinate body, but as interaction, because Elecam can also interact with political parties. So by contacting Minat, you could have the updated updated constitution of political parties to know who is the legal representative, and also the deliberations of either the Congress, the Convention, or the General Assembly, if there have been some modification in the leadership of that party. Elecam had the means to do it, so it could carry the same investigation in all those situations where there were multiple candidatures, in order to determine who was the one, the most fair one. It doesn't mean that it will be necessarily the reality, because as I was saying, the resolutions of the Electoral Council are just what we call in French travaux préparatoires. They are only recommendations, because it may further, it may later appear that Elections Cameroon took a bad decision when the Constitutional Council will have to know the case. Because the advantage in front of the Constitutional Council is that there is contradiction. That is, you have the one who is rejected, and also the opponent is Elecam, the Minat, but also you are the opponent candidate. You see, so there is contradiction. There is confrontation of arguments and pretension, which will make now we will give light to the clear situation in the party and to determine who normally deserves the investiture. But it has not done it. It has done it with CPDM. It has done it with Univer, but has refused to do the same in Manidem. So that discrimination, that's what is frustrating. Because I admit that Elecam can make some errors, because it works on the basis of the file. Okay? Le travail de Elecam se fait sur pièce. Donc au moment où Elecam examine les dossiers, les partis ne sont pas appelés à venir expliquer leur dossier. Donc Elecam peut se tromper de bonne foi. Okay? On peut considérer qu'il puisse se tromper de bonne foi. Mais lorsqu'il adopte une posture dans l'examen d'un dossier, la même disposition devrait être suivie pour l'examen des autres dossiers. Et donc on ne peut pas comprendre que devant une situation identique, ou dans le RDPC, on prétend que
le candidat Paul Biya a une lettre d'investiture signée par un candidat, par une personnalité précise, et Léon Ténard par une autre, quand on a adopté une solution différente de celle retenue dans le Malienne, alors que les situations sont les mêmes. Puisque Dieu le Yebga, tout le monde sait que son investiture a été signée par lui-même, et celle du professeur Kanto par Ekane Anissé. Deux individus, et donc on ne devrait même pas parler de multiplicité d'investiture. Parce qu'il y a une multiplicité d'investiture que lorsque l'officiel du parti a délivré plusieurs lettres d'investiture. Et même dans ce cas, je dis la solution n'est pas le rejet. Rejeter, c'est frustrer un droit fondamental. Il y a des critères par lesquels on peut sélectionner entre les candidatures multiples qu'aurait signé la même autorité légalement investie, n'est-ce pas, pour représenter le parti. Dans le développement que vous faites, professeur Moïse Timtuin, dans quelles conditions ou bien à quel moment est-ce qu'on peut imaginer que l'ECAM se trompe de bonne foi? Je vous pose la question parce qu'il y a un certain nombre de documents que nous avons consultés dans la préparation de cette émission. En 2018, il y a un congrès du Madidem qui se tient. Au terme de ce congrès, il y a donc une contestation et qui est faite par Dieudonné Yebga, qui saisit d'ailleurs le tribunal de grande instance. Non, bon, je sais pas. Oui, en tout cas, il a saisi une juridiction pour contester effectivement la résolution. Non seulement la résolution, mais la tenue du congrès de façon globale. C'est ça. Et le juge l'a débouté, donnant raison à Anissé Ekane. Et le Madidem, justement, après ce congrès, a fait un compte rendu en mode et due forme au ministère de l'administration territoriale qui en a pris acte et qui, justement, a adressé une lettre non seulement au président Anissé Ekane, je crois en juin 2018, mais également a écrit au gouverneur des régions dans une correspondance qui a beaucoup circulé, celle du 17 juillet 2018, dans laquelle il reconnaît effectivement que le représentant légal, celui qui parle au nom du Manidem, c'est bien Anissé Ekane. Et en dehors de cela, il faut revenir à 2020. En 2020, au cours des élections législatives et municipales, la lettre d'investiture de l'unique élu du Manidem, Adibo Mbari, sa lettre d'investiture en 2020 est signée par Anissé Ekane, qui donne donc mandat pour se présenter pour le compte du... Et ce sont des documents qui certainement sont dans les dossiers des Elections Cameroun en 2020. Et récemment, dans le cadre de la préparation de l'élection présidentielle, il y a un certain nombre de correspondances que l'ECAM a adressées au président du Madidem, Intuitu Personné, Anissé Ekane. Nous avons par exemple cette correspondance du 24 avril 2025 qui est adressée par un membre du conseil électoral, notamment le professeur Dorothy Ndioma, qui convie Anissé Ekane, Intuitu Personné, comme président du Madidem pour participer à des rencontres dans le sens de préparer cette élection présidentielle. Et selon des informations que nous avons reçues du Madidem, il y a eu une autre concertation qui a eu lieu en juin 2025, donc il y a pratiquement un mois, où c'est encore Anissé Ekane qui a été invité à Elections Cameroun comme étant le représentant légal du Madidem. Alors, d'où vient-il? Est-ce que vous comprenez pourquoi, avec toutes ces informations et tous ces éléments, qui montrent bien qu'au niveau des Elections Cameroun, le représentant légal ou le président national du Madidem, c'est Anissé Ekane, qu'est-ce qui peut s'être passé pour que, aujourd'hui, on estime qu'il y a une pluralité d'investiture et que la candidature signée ou bien proposé par Anissé Ekane soit rejeté? Bien, je ne suis pas la personne la mieux placée pour répondre à cette question. Je crois que c'est l'ECAM seul, n'est-ce pas, qui pourra permettre à la communauté nationale de mieux comprendre la question que vous posez. Parce que justement, les pièces que vous citez, que vous énumérez, tous les Camerounais en ont pris connaissance. Et je crois qu'au-delà de ces pièces-là, mais on a vu le vidéogramme du supposé secrétaire général, n'est-ce pas, de l'équipe de M. Yebga, n'est-ce pas, qui circule et dans laquelle, n'est-ce pas, l'intéressé fait savoir que le dernier congrès du Madidem s'est tenu en 2018 et qu'au sorti même de ce congrès, Yebga avait été formellement exclu du Madidem. La résolution 4, donc vous comprenez, il y a tellement d'éléments. Et l'ECAM seul pourra expliquer la logique, n'est-ce pas, qui a guidé son travail. Mais je voudrais également compléter pour dire que
Au-delà des éléments que vous avez cités ici, il y a également une photo qui circule dans les réseaux sociaux et que l'on prétend, je parle bien au conditionnel, prétend être l'implication de M. Dieudonné Yebga dans la campagne pour les municipales et les législatives du PCRN à Maton. Alors, nous sommes ici en matière de droit associatif. Le droit associatif, c'est un droit qui est soumis à la liberté de chacun. Si, pour adhérer à un parti, il suffit de manifester l'intention, il y a quand même une restriction, parce qu'il faut encore se conformer aux provisions des statuts et du règlement intérieur. Donc vous pouvez bien dire, je veux être militant du Manidem aujourd'hui, et si le Manidem subordonne votre acceptation définitive à un certain nombre de formalités, il faut les accomplir avant de réclamer la qualité de militant effectif du Manidem. Mais quand il s'agit de la démission est purement potestative, en ce sens que elle peut se faire de la manière la plus libre possible et sans aucune formalité. Donc elle peut se faire expressément en adressant une lettre de démission au responsable désigné du parti, mais elle peut aussi se faire implicitement. Alors quand on met ensemble le fait que Yebga aurait été exclu en 2018 et qu'on le retrouve en 2020 dans la campagne d'un autre parti, alors que le Manidem est partant pour la même élection, en droit, la déduction est vite faite. Yebga a démissionné et il est désormais au PCRN. Si ces faits-là sont avérés, c'est la solution que le droit commande. Donc pour dire que les éléments que vous avez cités sont pertinents, mais il y en a plus. Il y a plus que ça. Et justement, vous faites bien de relever que Elekam avait les moyens de régler ces cas de candidature multiple comme elle l'a fait pour le RDPC. Parce que, à la création d'un parti, les éléments qui sont communiqués au MINAT comportent les statuts du parti avec les responsables. Et chaque fois qu'une modification intervient dans la structure du parti, l'article 5, le fameux article 5, n'est-ce pas, brandi par le ministre Grégoire Ona, pour justifier, n'est-ce pas, cet article 5 veut que les partis communiquent ces modifications aux gouverneurs des régions et des gouverneurs de région arrivent au MINAT pour la mise à jour du fichier des partis, le MINAT étant la tutelle des partis politiques. Alors, au regard des attributions du MINAT dans le fonctionnement de l'ELECAM, ils sont appelés à interagir. Ça veut dire que devant les candidatures multiples, ce n'est que les candidatures multiples qui obligent l'ELECAM à entrer dans les partis. Parce que s'il n'y a pas de dissonance à l'intérieur d'un parti, l'ELECAM n'a nullement besoin d'entrer dans les partis. Il se contente de la lettre d'investiture, quel que soit celui qui l'a signé. À partir du moment où le parti, il n'y a pas un membre du parti qui le conteste, il prend acte de ça et on avance. Mais dès lors qu'il y a dissonance, il est obligé d'entrer dans les statuts du parti. La question maintenant, c'est il prend ses statuts où? Son interlocuteur, c'est le MINAT, qui a donc des données actualisées et qui lui permettrait donc de savoir, au regard de toutes ces pièces, qu'il n'y a que Ekane Anissé qui est encore le représentant officiel du Manidem et que Yebga ne serait qu'un usurpateur. Alors, on va nous en tout cas nous limitons aux documents qui sont produits par les instances de ces différentes formations politiques, parce que quand vous évoquez par exemple ce qui a circulé dans les réseaux sociaux, etc., on sait très bien ce que c'est que les réseaux sociaux et on peut avoir du mal à authentifier des documents qui circulent, donc nous limitons effectivement aux documents qui sont produits par les formations politiques ou par les institutions de façon globale. Nous allons marquer une pause, professeur Moïse Timchouan, dans le cadre de cette émission de La Vérité en face, où nous évoquons l'actualité en rapport avec la publication de la liste provisoire des candidats à l'élection présidentielle, une liste qui a été rendue publique le week-end dernier par le Conseil électoral, en tout cas par Elections Cameroun. Dans la deuxième partie de cette émission de La Vérité en face, nous reviendrons bien évidemment sur tout ce qu'il y a comme polémique autour des différentes candidatures. Vous avez commencé, n'est-ce pas, à évoquer par exemple la question de la démission, parce que c'est un débat également qui a eu lieu dans l'espace public où
où certains estimaient que la démission de Maurice Kamto du poste de président national du MRC aurait dû, n'est-ce pas, se soumettre à un certain nombre d'exigences. Il y a également une autre polémique autour de la question de la légalisation de la signature de Maurice Kamto, candidat du Manidem, qui a circulé. On a d'ailleurs entendu les responsables du Manidem dire que le moment viendra où il se réserve le droit d'attaquer celui qui considère comme celui qui a divulgué cette information personnelle dans les réseaux sociaux. On évoque cela dans la deuxième partie de cette émission de La Vérité en face. On reviendra également sur la question du contentieux qui s'annonce parce que, comme vous le savez, certaines dispositions de la loi électorale donnent la possibilité à un candidat qui a été recalé de pouvoir introduire un recours auprès du Conseil constitutionnel qui est le juge électoral pour effectivement contester la décision de l'Élections Cameroun et peut-être être rétabli dans ses droits. Nous verrons dans la deuxième partie de cette émission comment tout cela peut s'organiser et si la position d'Elekam peut être infléchie par une décision du Conseil constitutionnel. Ce sera dans la deuxième partie de cette émission, La Vérité en face, chez Equinox Télévision. Retour sur le plateau d'Equinox Télévision, notamment dans cette émission de La Vérité en face, où nous recevons ce soir le professeur Moïse Chimchouin. Il est agrégé de droit et il est avec nous sur ce plateau pour analyser l'actualité politique, notamment liée à la publication de la liste provisoire des candidats à l'élection présidentielle, une liste qui a été rendue publique le week-end dernier par Elections Cameroun. Professeur, peut-être avant de continuer sur la lancée que nous avons initiée, il y a également un débat autour de la différence qu'il faut faire entre la pluralité de candidatures et la pluralité d'investiture. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, la compréhension que j'en ai, elle est très simple. Lorsqu'on parle de la pluralité de candidature, ça veut simplement dire qu'on n'a plus d'un candidat pour le poste. Donc, en fait, c'est une hypothèse, c'est l'hypothèse la plus courante. Il serait rare que, ayant convoqué le corps électoral, qu'on n'ait qu'un seul candidat. Donc, comme son nom l'indique, la pluralité de candidature signifie que, après la convocation du corps électoral et jusqu'à la fermeture du dépôt des candidatures, on n'a plus d'un candidat qui postule. C'est ça la pluralité des candidatures. Donc, on n'a pas besoin de savoir d'où est-ce qu'ils viennent, qu'ils soient indépendants, investis par un parti, ou bien... Vous voyez, dès lors qu'ils sont deux, on est en présence d'une pluralité de candidatures. Donc ça appelle à faire un choix. Le peuple sera donc appelé à faire un choix parmi plusieurs candidats. Mais la multiplicité d'investitures doit être entendue sur un double plan. Il y a d'abord la multiplicité d'investitures, c'est au plan purement visuel. Quand Elections Cameroun a publié la liste des candidatures qu'il a reçues. Alors, on a bien vu qu'il y avait une colonne sur les partis, n'est-ce pas, supposés avoir investi les candidats en question. Et donc, on parlera de multiplicité d'investiture en signifiant que, au regard du tableau de l'ECAM, il y a des partis qui sont supposés avoir investi plus d'un candidat. Mais au plan technique, alors, dire qu'il y a pluralité de candidature, on est là au niveau purement factuel. Mais au plan juridique, au plan technique, il y aurait multiplicité d'investitures que lorsque la personne habilitée a signé l'acte d'investiture du parti a remis l'investiture à plus d'une personne. C'est de ça qu'il est question. Donc techniquement, la multiplicité d'investiture suppose d'abord que l'on désigne la personne habilitée
à signer l'acte d'investiture au sein d'un parti. Et donc, toute investiture supposée émanant d'un parti qui serait signée par la personne non habilitée, mais ne saurait être opposable au parti. Mais monsieur, si vous êtes le président du parti, auquel les statuts donnent tous les pouvoirs pour représenter le parti dans la vie publique, et moi je suis le secrétaire général, qui suis chargé peut-être de préparer les correspondances, et comme on sait jamais les rôles des secrétaires généraux. Mais si on a deux candidatures, dont l'une est signée par vous, et l'autre est signée par moi, le secrétaire général peut-il engager le parti au regard des statuts? Non. Et Elekam a les moyens de le faire. Donc la seule investiture qui tienne, c'est celle que vous aurez signée. Donc, vous voyez, cette notion que l'on a mise sur la place publique, en fait, c'est un trompe-l'œil. Parce qu'en réalité, une investiture ne peut engager un parti que lorsqu'elle a été émise par l'autorité statutairement compétente pour le faire. Or, à partir du moment où on a déjà deux candidatures signées de deux personnes, mais il va de soi qu'une investiture est inopposable au parti. Et donc, au moins, Elekam peut. Et vous avez posé la question tout à l'heure de savoir comment est-ce que Elekam peut se tromper de bonne foi. Non. Justement, quand on a deux situations comme celle-là, où on a deux candidats se revendiquant du même parti et avec des actes d'investiture différents, Elekam peut se tromper de bonne foi. Il peut se trouver que l'un de nous ait utilisé le titre et la signature du officiel, alors qu'il s'agit d'un faux. Vous comprenez? Alors que l'autre a véritablement eu la signature de l'officiel vrai. Donc il y a une signature authentique et une signature fausse. Comment Elekam fait pour savoir le dossier qui est correct? Alors au regard du critère juridique qui permet de résoudre ce genre de situation, comme je l'ai dit, si on suppose que c'est l'officiel qui a signé les deux investitures, le critère qui devait prévaloir, c'est la dernière investiture en date. Parce qu'elle est l'expression de ce que l'officiel a évolué dans son choix parmi les candidats que le parti devrait présenter. Et donc c'est le dernier choix qui devait prévaloir sur la dernière. Mais supposez que ce dernier choix soit l'investiture frauduleuse. Elekam va la retenir. Elekam le fait sur la base de ce qu'elle a. Les partis ne sont pas là pour leur dire, pour discuter de la qualité de la signature. Vous comprenez? Et à ce moment-là, Elekam désignant le candidat frauduleux, c'est devant le Conseil constitutionnel que la vérité va se révéler. Donc, c'est pourquoi je dis, Elekam peut se tromper de bonne foi. Et il faut laisser au Conseil constitutionnel, dans le cadre du débat contradictoire qui va avoir lieu, que la vérité éclate et, n'est-ce pas, et que le candidat méritant du parti soit consacré par le Conseil constitutionnel. C'est de ça qu'il s'agit. Prof, you must have seen the expression of anger, disappointment and frustrations on the streets of Douala, on the streets of Yaoundé, and other parts of the country when it was announced that Professor Maurice Kamto's candidacy file had been rejected by elections in Cameroon. And the impression in public opinion is that there has been an unlawful maneuver piloted by some administrative authorities to ensure that Professor Maurice Kamto is not part of the October 12 presidential race. What is your reading of this perception? Oui, les frustrations dont vous parlez, the frustrations you are talking about have been also expressed even abroad. Because I have colleagues, friends who are following the political situation in Cameroon who called me and saying, how is it possible that in your country you can frustrate one of the, that is, Professor Kamto is nowadays known as the third political person who has organized the most popular meeting out of his country. Je vais le dire en français. Le professeur Kamto est entré aujourd'hui dans les records comme étant la troisième personnalité politique à avoir organisé le meeting le plus populaire hors de son pays. Les deux autres étant Barack Obama et Nelson Mandela, chef d'État. Ils étaient en position de chef d'État. Ça veut dire qu'ils n'ont battu Kamto qu'au regard justement, n'est-ce pas, de l'aura qui était attachée à leur fonction. Le meeting de Paris que Kamto a organisé a émerveillé le monde.
Et aujourd'hui, on considère que c'est le 3e meeting le plus grand au monde, organisé par une personnalité politique hors de son pays. Donc quand les gens m'appellent, c'est l'une des questions qu'ils posent. Mais comment ton pays, quelle est la rationalité dans ton pays? Que vous puissiez imaginer une élection sans la personnalité qui a battu l'un des records mondiaux en termes de mobilisation à l'étranger. Mais si quelqu'un peut mobiliser tant à l'étranger pour être le troisième effectif, à plus forte raison dans son propre pays. Et deuxièmement, l'argument qu'on dit, mais comment est-ce que vous pouvez organiser les résultats officiels avaient donné Kamto 2e de l'élection présidentielle 2018. Si le professeur Kamto s'était retiré, on comprendrait. Mais à partir du moment où il manifeste la volonté d'y aller, c'est une aberration de penser qu'on puisse organiser de telles élections sans lui. Et surtout qu'entre-temps, le professeur Kamto a gardé quand même l'animation de la vie politique au Cameroun. Donc, people were frustrated, and I said that I was called upon as Professor, Mr. Mamadou Mouta, as Ekane Anise, myself. I published a video to calm down people because I had to explain them that the resolutions of the electoral board is just a provisional. It's not final. They are very provisional. It means that they can be modified. Even those candidates that have been accepted. Because as I was explaining, Elecam can commit an error of good faith. I was explaining, you can have 2 files where the most recent one is the fraudulent one. According to the mechanism that we mobilize in law to determine between 2 candidates what should be retained, if you retain the most recent one, you will choose the fraudulent candidate. It is only before the Constitutional Council that the truth will appear, and that's where it will be rectified. So we had all. I myself was implicated in calming down the population because the frustration was high. And you give me the occasion to tell those who are in charge of the electoral competition to make a lot of attention. I have been part of the UN personnel in Côte d'Ivoire. I went there to solve situation of statelessness, like situation d'apatridi. The political crisis in Côte d'Ivoire had no other cause than the situation of statelessness created by political actors in order to frustrate the candidature of Alassane Dramane Ouattara. Because he was removed his Ivorian nationality, he became stateless. Il est devenu apatride. Juste, et l'ivoirité qui a été instrumentalisée, mais ne visait qu'un seul but, empêcher Alassane Ouattara de se présenter à la présidentielle. Au moment où nous parlons, c'est lui qui est en position de pouvoir. Après, quel bilan? Un bilan extrêmement lourd. Je crois que ceux qui ont la responsabilité de régler le contentieux électoral sont à l'écoute des messages que les Camerounais leur annoncent. Je crois que ce n'est pas une faveur au regard des éléments que Duval a présentés tout à l'heure dans le contentieux entre Dieudonné Yebgar et Kamto. Je crois que chacun a pu se faire une religion, notamment à partir du communiqué du ministre de l'administration territoriale, qui a bien révélé que le nom qui a voulu insérer n'avait aucun fondement légal. C'est la tutelle des partis politiques qui le dit. Et donc, vraiment, j'espère que ce message a une résonance positive dans les oreilles des membres du Conseil constitutionnel qui ont entre leurs mains la solution de la stabilité de notre pays. Personne ne souhaiterait vraiment voir la situation ivoirienne ou bien la situation sénégalaise se reproduire au Cameroun. Sonko Diomaye est actuellement au pouvoir. Mais à quel prix? Les Sénégalais ont dû périr. Pas parce qu'ils ont ordonné qu'on tue les Sénégalais, mais parce que le peuple avait soif de changement. C'est la situation que l'on observe au Cameroun. But when you look at what is happening, are we at that level qualified by Mesanga Nyamdin, Professor Mesanga Nyamdin, as Kamtophobia? Are we there? Is it that bad? Bon, we are not far from there. We know that we also heard a political leader on a TV channel openly declaring that he hates Kamto and things like that. But we are not far from there. Because when you see,
when this question of mandat imperatif, imposed mandate, void imposed mandate was in debate, all those CPDM supporters, they were saying that Professor Kamto has no choice than to be presented by a political party who has elected officials since 2020. That was their conclusion. Huh? They said Professor Kamto has only one solution. It is to be presented by a political party who has elected officials since 2020. Professor Kamto has chosen, even politically, c'est-à-dire qu'à partir d'une stratégie technique, parce que l'investiture par le Manidem au plan politique présente plus d'atout pour le MRC que la candidature par le MRC. Et là, je veux répondre à mes contracteurs qui estiment qu'en choisissant, n'est-ce pas, d'être investi par un parti tiers, le professeur Kamto ne croyait pas lui-même à la théorie du mandat impératif. C'est faux. Si le professeur Kamto choisissait d'être investi par le MRC, il se limiterait à un électorat déjà acquis. Puisque tous les militants et sympathisants du MRC sont déjà des acquis du professeur Kamto. S'il sortait du MRC pour rester dans le cadre de l'APC, mais l'APC est fonctionnaire depuis plus d'1 an, c'est également un territoire acquis. Jusqu'à l'investiture, le Manidem n'était pas parti de l'APC. Au plan politique, il était plus stratégique pour le professeur Kamto d'aller pêcher ailleurs. Et en pêchant le Manidem, le professeur Kamto a saisi un gros morceau. Parce que le Manidem revendique l'héritage, n'est-ce pas, du nationalisme camerounais. Et donc, au plan stratégique, au plan politique, il a ratissé large. Parce qu'autour du Manidem, actuellement, on peut fédérer toutes les divisions de l'UPC. Parce qu'ils vont se retrouver dans une nouvelle impulsion, vous comprenez, qui permet, donc, pour gagner l'élection présidentielle, on n'a pas besoin de se limiter à ces militants. On doit penser au maximum de Camerounais. Au plan stratégique, une investiture par le Manidem présentait pour le professeur Kamto plus d'atouts qu'une investiture par le MRC ou bien par un autre parti militant de l'APC. Parce que là, il se serait confiné à un territoire déjà acquis. Il fallait aller plus loin. Il faut que les gens comprennent ça. Donc, je pense que when we are talking of Kamtophobia, it is obvious. Because they indicated an option that Professor Kamto chose. But after choosing that, we've heard the outcoming of Minister Jean de Dieu Momo, Grégoire Ona, attacking his candidature again. But what are they looking for? Professor Kamto has even resigned from CRM to join Manidem. They still continue to follow him there. So it was not a matter of hatred against CRM only. It is a question of the person, Professor Kamto. And there were a lot of issues about the legalization of his resignation. No. That was Professor Kamto has called. That he was supposed to present it to an authority and things like that. I am sorry to say that the minister said what Professor Kamto has called le droit du quartier. Because you can read, you can take the law of 1990 governing political parties. The modifications concerned by Section 5 of that law of 1990 doesn't even concern the change in the leadership of the party. It concerns the change in the name, and not even the responsible. And technically, the aim of this section is what? Is to inform the administration that modifications has occurred. Modifications have occurred in the leadership in the configuration of the party, so that the administration will not act with a person who has. It is now to the CRM to determine the time where he will inform the administration. If the CRM chooses not to inform the administration, he cannot complain after if the administration sends his letter to Professor Kamto. So when he has resigned, he has nothing to do with the CRM. And that the obligation of informing the administration is not the obligation raised on a person. It is the obligation made by the party. It is the party to do those diligences. And when we after Professor Kamto resigned, he had nothing to do anymore. Okay, and this provision aimed at preventing the party to feel a damage because of the lack of information
maybe the administration has done something which is not correct. Consider, for example, when FCC, when le RAP changed the name to FCC, quand le RAP a changé le nom à FCC, imagine that the administration has to pay some allowance to the RAP, okay? To the RAP, but this has become FCC. If now the documents of the party have already changed from RAP to FCC, and now the check that the administration has delivered is on the name of the RAP, you see that FCC will have a problem in getting the money. Because there have been modifications in the party that has not been taken to the knowledge of the administration. So it is the party who has the interest to inform the administration. If the party does not inform the administration, it changes nothing. Okay? The only sanction will be that the administration will continue to act with the party as if no modification has occurred. Do you understand me? So that was a declaration which has no legal ground. It was the droit du quartier. Because you can read that provision, you will see that it has no relation with and before come to Mr. Ekindi resigned from MP, no? Was he not the president? What were the formalities that Mr. Ekindi did before quitting MP? One day we just discovered that Mr. Ekindi has gone back to CRM, to CPDM. What formalities had he done before leaving? No. And what I was explaining to Duval now, that when you are resigning, once you are say I've resigned, there is nothing that binds you again to that party. La démission est purement protestative, et dès le moment où vous avez exprimé votre volonté de démissionner, même si les statuts, même si la loi prévoit de formalités ultérieures, ces formalités ne peuvent être sanctionnées éventuellement que au plan civil ou pénal éventuel. Mais la démission a déjà pris son effet dès le moment où vous avez exprimé votre volonté de partir. C'est ça le droit. Et donc, à partir du moment où le professeur Kamto dit je ne suis plus du MRC, il n'a plus rien à faire là-dessus. Et les formalités qui sont imposées par l'article 5 sont imposées non pas à l'individu, mais au parti. Quand il a quitté, c'est au MRC de prendre ses responsabilités. Et comme je le disais en anglais, le parti n'a même aucune obligation d'informer. La seule conséquence, c'est qu'il s'expose à subir un préjudice du fait que l'administration, ignorant les modifications, peut continuer à interagir avec quelqu'un qui n'est plus du parti. Donc c'est au parti de prendre les dispositions pour protéger ses intérêts. Ce n'est pas celui qui démissionne. Dans la même veine, il y a eu une autre polémique. Oui. Certains sont allés jusqu'à estimer que le professeur Kamto pouvait ne pas démissionner du MRC. Quel est votre avis là-dessus? Mais c'est une thèse que j'ai défendue. Il n'était pas obligé de le faire. Je vous ai dit, les mécanismes juridiques, le droit n'est pas l'affaire de n'importe quel aventurier. Le droit, c'est une science, c'est un art. Et devant chaque situation, il y a des solutions. Ok? Et ces solutions peuvent ne pas résider dans un texte formel de loi. Mais il y a ce qu'on appelle les principes généraux du droit. Ok? Et les principes généraux du droit, vous pouvez les mobiliser devant chaque situation où il n'y a pas un texte formel. Et donc, par rapport à la situation que vous énoncez, j'ai développé des thèses là-dessus. Pour dire, j'ai des vidéogrammes sur ma page YouTube, où je dis que chaque fois, le principe est que chaque fois que le droit positif proscrit ou bien interdit un statut double, ou du moins, chaque fois que la loi impose un statut unique à un individu, en cas de conflit, le critère de solution, c'est de retenir la dernière manifestation de volonté. Donc, par rapport à cette question, je dis la loi sur les partis politiques interdisent d'appartenir à deux partis à la fois. Justement, c'est sur cette disposition qui s'appuie pour indiquer qu'il était obligé de démissionner du MRC pour être investi par le Manidem. Donc, la loi interdit d'appartenir à deux partis à la fois. Si vous regardez, c'est vrai que même dans ma famille politique, les gens n'ont pas toujours compris ce que je disais. L'acceptation d'investiture est un acte d'adhésion. Si vous regardez bien, l'acte est signé du candidat qui accepte, qui dit mon parti c'est le Manidem. Il dit mon parti. Et il décrit les emblèmes et tout le reste. C'est un acte d'adhésion. Je vous ai parlé tout à l'heure que le droit associatif est un droit protestatif. C'est-à-dire que qui en principe s'exprime librement
et qui en principe n'est soumis à aucune formalité particulière. Donc on peut déduire une adhésion d'actes divers, différents d'une demande formelle d'adhésion, dont l'acceptation d'une investiture par un parti est un acte d'adhésion. Et parce que la loi sur les partis politiques interdit d'appartenir à deux partis à la fois, cet acte d'adhésion a un effet double. En même temps qu'il vous constitue militant du nouveau parti, il révoque votre adhésion dans l'ancien parti. Donc, matériellement, de facto, de plein droit. Mais les applications sont multiples. En matière de double nationalité, je crois que vous connaissez le cas qui a fait beaucoup de bruit, c'est le cas Hervé Emmanuel Combes. Est-ce que quand l'article 31 du Code de la nationalité dit quoi? L'acceptation d'une nationalité étrangère, non, perce la nationalité camerounaise, le Camerounais majeur qui accepte une nationalité étrangère. Est-ce que vous avez besoin de dire que vous n'êtes plus Camerounais? Non. La loi choisit pour vous. Elle vous dit, puisque vous avez accepté la nationalité gabonaise aujourd'hui, à partir de ce jour, vous êtes Gabonais et vous avez cessé d'être Camerounais. C'est ça le même effet. En matière de mandat, si on vous donne un mandat, M. Duval, pour vendre mon bic, je dis, allez vendre mon bic. Je vous donne hier, je rédige un nouveau mandat à M. Babila. Je lui dis, je vous donne le mandat pour aller vendre ce bic. Vous voyez que le mandat porte sur la même chose. En cette matière-là, il y a une disposition du Code civil. La constitution d'un nouveau mandataire révoque d'office l'ancien mandataire sans qu'on ait besoin. Je n'ai pas besoin de vous appeler pour dire apportez-moi votre procuration, là je déchire. Le seul fait que j'ai constitué, M. Babila a révoqué le mandat que vous avez donné. En matière de testament, vous avez donné votre téléphone à votre fille hier. Le même téléphone vous le donnez à votre garçon. À votre mort, on trouve les deux testaments. Vous n'avez pas pour ressusciter pour savoir à qui vous voulez donner de préférence. Le critère est connu. C'est la dernière manifestation de volonté. Ça veut dire que c'est ça à votre garçon. Votre fille qui a reçu avant est écartée. Il en est de même en matière de parti. À partir du moment où la loi sur les partis politiques interdit d'appartenir à deux partis, l'effet est que, en acceptant de militer ici, vous révoquez l'ancien. Matériellement, l'appartenance à deux partis est impossible. On nous a évoqué une jurisprudence Mila Assouté, dans laquelle on disait que bon, il a eu des problèmes politiques parce qu'il a pas. Matériellement, ce n'est pas possible. Et c'est le droit du quartier encore. Vraiment, je crois que nos institutions doivent être réformées. Le droit doit pénétrer toutes les administrations qui nous gèrent, pour que les situations ubuesques comme celle-là, qui frustrent les gens dans leurs droits fondamentaux, cessent. Le droit a des techniques. Donc on n'a pas besoin de démissionner formellement pour intégrer un autre parti. J'entends des... Et d'accord, je dis, l'un des plus grands nomades politiques, Sam Séverin Ango, pour ne pas le nommer. Est-ce que vous avez un jour vu un acte de démission de Sam Séverin Ango? Vous le voyez, chaque fois adhérer de parti en parti. Avant de partir, il a laissé la démission où? L'adhésion à un nouveau parti révoque son adhésion dans l'ancien parti. J'entends des petites voix dire que ce n'est pas tout à fait le cas. Pour ce qui concerne par exemple les unions, je veux parler des mariages. Le premier mariage, oui, puis un deuxième mariage, oui, le deuxième mariage étant annulé, oui, dans le cas par exemple d'un mariage monogamique. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Non, c'est parce qu'il y a des dispositions suffisamment claires là-dessus. J'envoie chacun lire l'article 73, l'article 63 de l'ordonnance de 1981. Je suis quand même spécialiste de la question. C'est vrai que j'ai un ouvrage, tout à fait, un ouvrage de référence sur l'état civil au Cameroun. Tout à fait, oui. L'article 63 dit quoi? Est nul de plein droit tout mariage polygamique contracté par un homme marié sous un régime manique non dissous. Oui. Mais la sanction est légale. Vous comprenez? Ça veut dire que le deuxième mariage n'a aucune valeur. Alors je voudrais... Donc là, c'est dans la loi. Mais quand la loi n'a rien dit, ce sont les techniques dont je vous parle là, qui s'appliquent. Et dans l'énumération, je crois qu'il a parlé de la nationalité, du mandat, du testament, notre application, ça. Et donc, même en matière d'adhésion à un parti, la seule hypothèse, qui est d'ailleurs rare, où quelqu'un peut appartenir à deux partis à la fois, c'est de mettre les deux partis pour y adhérer au même moment. Est-ce que matériellement c'est possible? Non. Donc, l'appartenance à deux partis est une impossibilité de fait. C'est comme ça qu'on qualifie ça en droit. Alors, je voulais qu'on Et donc, on n'a pas besoin, pour être investi par un parti, de démissionner. Parce que l'acte d'investiture, étant un acte d'adhésion, a pour effet de révoquer votre ancienne affiliation politique. Donc, bien sûr, c'est par précaution que le professeur Kanto l'a fait. Ok? C'est par précaution, connaissant l'environnement politique. Vous comprenez? Mais au plan de la technique juridique, il n'avait nullement besoin de le faire.
C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je voulais, professeur, que qu'on rentre au Conseil constitutionnel. Oui. Vous le savez, les dispositions légales donnent la possibilité à un candidat qui a été recalé par le Conseil électoral d'adresser un recours au Conseil constitutionnel qui, en dernier ressort, devra donc décider, je crois que c'est l'article 125 du Code électoral, la décision de rejet d'une candidature ou celle portant publication des candidatures peut faire l'objet d'un recours devant le Conseil constitutionnel dans les conditions fixées par les articles 128, 129 et 136 ci-dessous. Alors, première question pour rentrer dans cette rubrique-là. On a vu qu'il y a un recours qui a été adressé par Léon Teller-Onana au Conseil constitutionnel pour justement contester la décision qui a été prise de le recaler. C'est ça. Dans quelles conditions est-ce qu'un tel recours peut prospérer? C'est la loi qui le dit. Hein. Si vous prenez justement les dispositions que vous avez énumérées, c'est-à-dire 129, 130 et 131, tout y est dit. À l'issue des délibérations du Conseil électoral, toute personne intéressée peut exercer un recours devant le Conseil constitutionnel. Soit pour contester le rejet de sa candidature, soit pour contester l'acceptation d'une autre candidature. Et les cas de contestation de candidature vont se révéler notamment dans ces cas de doublon où on a fait les choix de l'un au détriment de l'autre. Et c'est maintenant que justement le vrai contentieux va avoir lieu. Parce que quand je vous parlais de se tromper de bonne foi de la part d'Elecam, mais Elecam, certainement, pour régler le cas dans le RDPC, c'est limité au statut du parti. Et ayant lu dans les statuts du parti que le candidat naturel, c'est le président de la République, il a certainement, Elecam a certainement préféré le candidat Paul Biya au candidat Léon Teller-Onana. Mais avec la réclamation de Léon Teller-Onana, le contentieux va remonter dans le cadre d'un débat contradictoire. Et cela va obliger le Conseil constitutionnel à entrer dans les statuts du RDPC pour savoir si effectivement celui qui a investi le président Paul Biya avait la légitimité ou pas. Et c'est là où le risque devient sérieux. Parce que s'il apparaît en fin de compte qu'aucun organe au sein du RDPC n'avait plus qualité d'investir, la solution peut être dramatique. Ce sera le rejet de toutes les candidatures. Et là, ce n'est plus une violation de la théorie des droits fondamentaux. C'est qu'effectivement, personne n'a le pouvoir d'investir. C'est de ça qu'il est question. Et c'est ça le danger dont je parlais tout à l'heure. L'intrusion de Elecam du Conseil constitutionnel dans les statuts d'un parti ne s'impose que lorsqu'il y a dissension. Donc, les partis qui ont présenté un candidat unique n'auront aucun problème. Parce qu'on ne veut pas savoir comment ça fonctionne. Si quelqu'un était nerveux, il devait contester. Mais personne ne l'a fait. Donc, cela permet à Elecam de valider l'unique candidature qui s'est présentée. Mais quand il y a des dissensions, cela oblige le juge à intervenir. Et selon, ça devient une question préalable avant le règlement de la question contentieuse. Donc le juge, le Conseil constitutionnel, en tant que juge électoral, mais on dit qu'il a plénitude de juridiction pour régler toutes les questions gravitant autour de l'élection. Et donc, il peut entrer dans les statuts des partis parce que les statuts des partis sont la loi des partis. L'article 134 dit très bien, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi. Et donc, tout militant du RDPC peut se prévoir des statuts. Or, les statuts ne sont pas... Et il faut noter, surtout, ah oui, ça j'allais oublier, l'article 3 de la Constitution, norme fondamentale de notre pays, dit que les partis politiques concourent à l'expression du choix. Mais surtout, c'est la suite qui est intéressante. Ils doivent fonctionner suivant les principes de la démocratie. Et les principes de la démocratie intègrent quoi? Entre autres, l'égalité civique, pour dire qu'il n'y a pas de grands militants par rapport à un autre. Tous les militants se valent. Et surtout, la tenue d'élections régulières. Ça, c'est 2 points parmi les 5 piliers de la démocratie. Or, s'il est avéré que le RDPC ne fonctionne pas suivant les principes démocratiques, ça veut dire que c'est un parti qui viole lui-même la Constitution. Donc, au-delà des statuts, il y a quand même un encadrement juridique qui commence déjà par la Constitution. Vous comprenez? Et la Constitution a déjà fixé un cadre de fonctionnement des partis. Ils doivent fonctionner suivant les principes démocratiques, parmi lesquels, parmi les 5 piliers de la démocratie, il y a l'égalité civique, donc qui fait que le militant de Akwaya a le même statut que le militant de Yaoundé.
ou bien le président de section a le même statut dans le parti que le militant qui vient de s'encarter hier. Et la deuxième, c'est la tenue d'élections régulières. Donc ça, c'est un danger. Et je crois que par rapport à la tenue des élections régulières, il faut craindre que cela n'ait finalement un effet boomerang, n'est-ce pas, au niveau des candidatures du RDPC. Those are some of the issues highlighted by Leon Telle Onana to challenge the legitimacy of the President of the Republic as national president of the CPDM. Yes. But if you talk to many Cameroonians, they will tell you that the possibility for any complaint from Leon Telle Onana to prosper is very slim. But about Professor Maurice Kamto, because that's where there are a lot of expectations, not only at the level of militants of the CRM or militants of Manidem or militants of the other political parties in the APC coalition, but from Cameroonians across the board, across the political lines, those who are actually fighting and expecting and hoping for change in the country. What are the expectations? What should they expect from the Constitutional Council? Now, according to the provisions of the law, I've cited section 129, 130, and 131. According to those provisions, the Constitutional Council can re-establish a candidature that has been rejected. It can also reject a candidature that has been accepted. So everything is still possible. And when now we examine the ground which founded the rejection of the candidature of Professor Kamto, I think Manidem and Prof. Kamto are working towards reversing the situation, because they are accusing Manidem to have presented two candidates. You cannot say that Manidem has presented two candidates when one of the candidature was signed by a person who no more belongs to Manidem. How can you oppose it to Manidem because he has presented a file pretending to be militant of Manidem, while he has been first dismissed, and who has taken part to the campaign of another party after his dismissal? You understand? So it is a matter which is very easy to be solved, and I think if the members of the Constitutional Council are of good faith, they will really solve that and prevent our country from facing the situation I was describing concerning Côte d'Ivoire or Senegal. We don't need blood to flow in our country. We don't need that. And I say we are political actors. We are living among our fellow countrymen. The tension on Saturday was very high. We had to do our best to calm down the tension, and to tell them to wait. They must wait only the decision of the Constitutional Council. That is the only instance to determine finally who are the competitors for the presidential election. Well, as much as Cameroonians are expecting and hoping for change, they are also hoping that that change wouldn't bring bloodshed, wouldn't bring cops littering the streets and all of that. That's it. And now, let me get your thoughts. We are almost at the end of the program. Let me have your thoughts about something which is a little bit shameful for us as Cameroonians. You must have heard or read Dr. Christopher Formier, Senior Associate for African Regional Director of the National Democratic Institute of International Affairs, who said the candidacy of President Paul Biya at the age of 82 is a shame to 30 million Cameroonians. You must have listened to Eric Chinji, a veteran journalist, talking about this issue. You must have listened to quite a good number of Cameroonians talking about this, and not only Cameroonians, Africans, Nigerian YouTubers, Ghanaians, Kenyans talking about it, and it has also become like a subject of mockery for Cameroonians. No, those people you are citing are not the only ones. When I started this, but should it be? Should this be a subject of mockery? I talked of the Nkom family. I saw a document signed by what we call les intellectuels camerounais. You have the Jean-Paul Bekolo, Alice Com, and so on. We're asking for international intervention. I think you have not cited Achille Mbembe. Achille Mbembe has also
said that at the age of Mr. Biya, he needs rest, more rest than an office. It is not the only. I express myself. You can go on my my YouTube page, Le Droit de Saint-Français. I made a video program on the 2nd of May. The topic is Paul Biya doit être contraint à prendre sa retraite. That is the topic of my videogram. You cannot think that such a country who has a lot, so much potentialities, be headed by someone who is age 92. Because biologically, it is clearly said that after 90, your physical, mental, psychological capacities start diminishing. And we can see, there are no more players in public. Yes, but Prof, we have a problem. So we cannot abandon our country to someone who cannot work. And with a centralized administration, you need someone who has energy. Other analysts, so, like editorialist Ashunyenty of the Cameroon Radio Television, will tell you that if the President of the Republic has decided to seek re-election, even though Eric Chinji said that it was not his decision, it was decided by other people, because if he were the one to decide, he would surely decide to go and rest. But we know that his candidacy is there, and according to analysts like Ashunyenty, it's a proof that he's still capable, it's a proof that he thinks that he can still continue to lead the nation. And we also know that it is not forbidden for somebody of 92 years to be a president. The Constitution does not forbid it. There is no legal backing to that. No, as the Constitution is concerned, we cannot say that Mr. Biya has no right to compete for the presidential election. He has the right, because there is no age limitation in our Constitution or in the Electoral Code preventing someone of any age to compete. But what we are competing for, what? For the management of a whole country, 30 millions of inhabitants. You cannot manage just by sleeping. Can you imagine when we hear the reports on CRTV? Say we marche, il a salué. Is it the mission we are expecting from a president? No, we need more than that. Cameroon no more deserves someone who will just. Where's the Conseil Supérieur de la Magistrature? Where is it? We are trainers of jurists. Our students are in the field, unable to be promoted, because the constitutional the Supreme Council of Magistracy cannot hold. Because of what? Because it is headed by the president. No, we must love our country. We cannot just suspend the life of a country for one person. If we love our country, we must think of Cameroon, not of an individual. So we need to pass to have another management with someone who will work and will will impulse the development of our country. Not someone will. Dans tous les cas, la loi donne la possibilité à tout le monde de pouvoir participer à cette élection parmi les conditions qui sont fixées. Il n'y a pas de conditions d'âge, bien évidemment. Donc, on va attendre. Mais on attend la performance. Cela est jugé par les Camerounais au cours de l'élection. Alors, pour ça, on va sortir de l'émission par une question. Dites-nous la vérité en face. Oui. Au regard des récriminations qui ont souvent été portées contre le Conseil constitutionnel par le professeur Maurice Kamto. On se souvient encore du contentieux électoral en 2018 où il donnait cette phrase: vous n'avez pas la compétence de vos compétences. C'est ça. Est-ce que vous pensez que le Conseil constitutionnel, présenté par notamment des militants, certains militants de l'opposition ou du MRC, comme une excroissance du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC, est-ce qu'en prenant en compte tout cela, vous pensez qu'il est possible que le Conseil constitutionnel rende une décision la semaine prochaine ou dans les 10 jours, parce que c'est le délai qui est indiqué par la Constitution? Au plus tard, le 11 août. Est-ce qu'il est possible que le Conseil constitutionnel rende une décision en faveur de Maurice Kamto et donc le réhabilite pour l'élection présidentielle du 12 octobre prochain? Je vais vous répondre sans embâche. Je suis un homme naturellement optimiste. Et quand je lis l'histoire des peuples, je sais que les prisons
dans lesquels, n'est-ce pas, l'armée de Hitler, les camps de concentration se trouvaient, n'ont pas été, les portes n'ont pas été ouvertes par les prisonniers, mais par les militaires. Les esclaves ont été affranchis, en dehors peut-être de Haïti. Les esclaves ont été affranchis à un moment donné par le maître. Parce que l'homme a en lui un moteur qu'on appelle la conscience. Je vous ai parlé de la tension qu'il y a eu chez nos compatriotes samedi dernier lorsqu'on a annoncé le rejet de la candidature de Kanto. Je crois que cela contribue à interpeller la conscience de ceux qui sont en charge du Conseil constitutionnel. Donc, au-delà des arguments juridiques dont personne ne peut douter de la pertinence, il y a la dimension politique. Je crois que les membres du Conseil constitutionnel ont un devoir d'entrer dans l'histoire. Et je crois que pour la plupart, ils croient en Dieu, qu'ils soient chrétiens, musulmans ou même africanistes. Et je crois qu'ils auront à rendre compte. On n'élève pas les gens pour qu'ils deviennent les bourreaux de leurs semblables. Et donc sur cette base-là, je suis optimiste et je pense que le Conseil constitutionnel, parce qu'il n'a aucun intérêt, nous n'avons aucun intérêt à ce que quelqu'un finisse sa vie en exil. Nous avons intérêt à ce que la paix demeure. Et cette paix, c'est d'être du côté du droit. Lequel droit, au regard des données que nous avons, est en faveur du professeur Kanto. Et sur ce, je crois que sa candidature sera réhabilitée par le Conseil constitutionnel. On va terminer l'émission en rappelant cette disposition du Code électoral, c'est l'article 131. En cas de contestation ou de réclamation relative au rejet ou à l'acceptation des candidatures, ainsi que celles relatives à la couleur, au sigle ou au symbole adopté par un candidat, le Conseil constitutionnel saisit, statue dans un délai maximum de 10 jours suivant le dépôt de la requête. On suppose donc au plus tard demain, puisque l'autre délai c'est 48 heures pour saisir le Conseil constitutionnel, au plus tard demain, tous ceux qui contestent cette décision devront donc saisir le Conseil constitutionnel qui a donc 10 jours pour rendre une décision définitive. Donc dans une dizaine de jours, effectivement, on sera fixé sur le contentieux préélectoral et on saura si le professeur Maurice Kamto, le candidat du Manidem, a été réhabilité et donc on va faire partie de cette élection présidentielle prévue le 12 octobre prochain. Merci professeur Moïse Simchon d'être venu sur le plateau de droit de la vérité en face sur Equinox Télévision. C'était un plaisir. Merci également à Julienne Berthe Bissaï et à Jonathan Babila d'avoir participé aux échanges. Peut-être, professeur, rapidement, en quelques secondes, rappeler que le document que vous avez promis dans la dernière émission est effectivement dans les bacs. Oui, effectivement, je crois que le public peut constater que j'ai en main, n'est-ce pas, l'ouvrage que j'ai promis ici il y a quelques semaines, dont l'ouvrage est désormais disponible. Et voilà, donc voilà, donc l'ouvrage est désormais disponible. Il est intitulé La circulation routière dans l'espace CEMAC. Et vraiment, c'est un ouvrage qui répond à toutes vos préoccupations quand vous êtes sur la route. Donc, il s'adresse aussi bien aux fonctionnaires qu'aux usagers de la route. N'hésitez donc pas à nous contacter pour en prendre une copie afin qu'il devienne le breviaire que vous devez garder dans votre véhicule. Merci. Merci, professeur Moïse Simchouin. Merci à vous. Madame, monsieur, d'avoir regardé cette autre livraison de la vérité en face sur Equinox Télévision. Bon dimanche à tous et à très bientôt. Au revoir.